Ok, je crois que ça marche. Alors, l'affinité de la clozapine pour les récepteurs, c'est à quoi comme récepteur que ça se lie? Allez, c'est parti. Bah, les D2, mais je croyais qu'il y avait aussi les Ouais, D1 partiellement. ouais, et aussi 5 achetés. 5 acheter lesquels? 1A, 2A. Principalement les 2A, ouais. Ouais. Ok. Ça se lie plus au récepteur 5-HT2A qu'au récepteur D2, donc il va y avoir quoi comme répercussion clinique directe de cette propriété-là? Moins de symptômes négatifs. Non. Alors, oui, mais par rapport à d'autres, tu peux pas avoir de symptômes négatifs iatrogènes. D'accord? Symptômes négatifs, tu as les symptômes négatifs de la maladie, Ouais. signes négatifs, et tu as les signes négatifs du D2 bloquant, parce que bah effectivement, même instinctuellement, conceptuellement, bloquer la dopamine, Ouais. c'est pas une très bonne idée. Ok? Donc tu as les deux types de symptomatologie iatrogène, deux types de symptômes négatifs, et c'est probablement moins iatrogénique avec la clozapine qu'avec de l'aldol, par exemple, où effectivement tu peux avoir ça. Mais c'est pas ça sur le plan moteur, vu que ça bloque moins les D2 que les Bah, 5-HT2A. c'est mieux sur le plan moteur, c'est Ouais, ça va donner moins de quoi? moins de syndrome parkinsonien, enfin Moins de, moins de et alors moins de rigidité. symptômes parkinsoniens qui font eux-mêmes partie d'un autre groupe de symptômes, qui sont les signes extrapyramidaux. Extra-pyramidaux, oui. D'accord? Oui, oui, oui. Donc les signes extrapyramidaux, t'as le syndrome parkinsonien, t'as, Ouais. tu les sais, mais c'est juste que Ah, c'est en c'est méli-mélo. emmêlé dans ta cervelle, là. Euh, Donc on est là, hein. Trouble cognitif. Substance noire, mésolimbique, et du coup, là, il va y avoir le côté, quand tu bloques les D2 bloquants, quand tu bloques les récepteurs D2 dans le système limbique, ça va être là, donc là, tu as les signes négatifs, etc. Ouais. Et après, tu as la voie nigrostriée, donc la substance noire vers le striatum, donc on est vraiment là. Et là, bah, c'est là que tu as des signes parkinsoniens. Ouais. Et en fait, c'est pas que parkinsonien, c'est signes extrapyramidaux. Et du coup, tu as syndrome parkinsonien, dyskinésie Mm. tardive et aiguë, dystonie tardive et aiguë, et le plus essentiel, l'acathysie. Mm. Ok? Donc en fait, c'est un mélange de tout ça. Est-ce que ça se lie au D4, la clozapine? Au D4? Aucune idée. Ouais, si. Ok. Est-ce que c'est intéressant? Non. En fait, l'historique, c'est que ça a une activité D4 bloquant, mais il y a d'autres antipsychotiques qui ont une activité D4 bloquant et ça marche pas aussi bien que la clozapine. Donc, il y avait un moment, on s'était dit peut-être que c'est ça qui fait que ça marche bien dans les schizophrénies résistantes, mais c'est pas bon. Bah, je crois que c'est tout, hein. Ok. Est-ce que ça se lie au récepteur cholinergique, la clozapine? Oui. Ouais. Lesquels? Il y a deux types. Alors, périphérique et centraux. Ah, il y en a des périphériques centraux, mais c'est pas ça, comme ça qu'on les, enfin, c'est pas cette classification-là qui m'intéresse. Bah, dis-moi le premier, c'est le Et deuxième. ben, muscarinique Muscarinique et et l'autre, l'autre, bah, nicotinique. cotinique. Et c'est lesquels les métabotropes? Métabotrope, Ouais, les nicotiniques. non, perdu. Ah C'est putain, les muscariniques. muscarinique. Ouais. Et Comment tu peux t'en souvenir, ça? Parce que les récepteurs nicotiniques, c'est ceux que tu mobilises quand tu fumes. oui, Et quand tu fumes, la réaction de plaisir, elle doit être immédiate. Si oui. ça arrive après, c'est pourri, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, c'est médié par les récepteurs nicotiniques, donc Mhm, c'est des ionotropes. Donc, mhm, tous les récepteurs ionotropes, ils sont plus rapides que les récepteurs métabotropes mhm. parce qu'ils font rentrer des ions et qu'il y a des modifications au niveau cellulaire qui sont immédiates, Mhm. alors que les métabotropes, le, il se passe rien tout de suite. Ça va aller lancer des facteurs de transcription qui vont modifier l'expression des gènes et du coup des protéines. Donc, il faut que le signal arrive. Il faut que tu ailles modifier la façon dont l'ADN s'exprime. Il faut que tu ailles modifier les ARN messagers. Tout ça pour faire des protéines différentes. Et les protéines, il faut qu'elles soient envoyées là où elles doivent être utilisées et que ça modifie tout ça. Ok. Donc, c'est pour ça que ça prend des plombes. C'est pour ça que le lithium, parfois, c'est long parce que ça n'est que du second messager Ok. entre guillemets, c'est Ouais. plus compliqué, mais donc récepteurs cholinergiques, tu as les ionotropes qui ont été découverts parce que la nicotine se lie dessus, et tu as les métabotropes qui ont été découverts parce que la muscarine se lie dessus.
Ok. La muscarine, c'est un champi qui est anticholinergique. Sauf erreur de ma part, là, je suis pas sûr. Niveau champi, je suis pas à fond. Il y a quoi comme médicament qui a réduit le risque de suicide de façon indiscutable? Lithium. Le lithium, ok. Il y a quoi comme médicament chez les patients atteints de troubles type schizophrénie qui a prouvé sa diminution dans les tentatives de suicide? Je t'aurais dit Ah. la clozapine, mais Ouais, non. c'est la clozapine. Si, c'est ça. Donc, faut pas se chier dessus. Le suicide, c'est rare. Ok. Le suicide, on est mauvais pour le prédire. Et du coup, pour ce faire, vu que c'est rare et qu'on est mauvais, c'est rare. Donc, dans les études, faut prendre ça en compte. Et on est mauvais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de voir quel facteur prédicteur on a. Les gens ont utilisé comme proxy les idées suicidaires. Ok. En se disant, ceux qui ont des idées suicidaires, ils sont à plus à risque de faire des suicides aboutis que d'autres. Ok. C'est vachement pratique parce que t'as plus de gens qui ont des idées suicidaires que de gens qui font des suicides aboutis. D'accord? Donc ça te diminue le nombre de patients que tu dois mettre lors de ton étude de façon drastique. Ok? Parce que si jamais tu fais une RCT où tu regardes qui fait un suicide abouti ou pas, il faut des milliers de patients. Ça coûte trop cher. Ça ne sera jamais fait. Donc par exemple pour la eskétamine, ils ont fait les études en disant bah on va regarder qui a moins d'idées suicidaires entre la eskétamine et le placebo. La moitié des gens qui se suicident et la moitié des gens qui ont des idées suicidaires, enfin 10% des gens qui ont des idées suicidaires vont faire une tentative de suicide. Ok. Il y a des gens qui se suicident et il n'y a pas de tentative de suicide, c'est la première fois. Le premier passage à l'acte est un suicide abouti. Donc quand tu dis on va extrapoler et on va transformer le risque de suicide abouti en idée suicidaire, tu prends un risque majeur avec un risque de faux positif, à savoir tu risques de trouver que ton médoc marche sur la réduction des idées suicidaires, mais c'est pas forcément vrai sur les suicides aboutis. Ok. Donc la eskétamine, est-ce que ça réduit le risque de suicide abouti? Non, ça réduit les idées suicidaires rapidement. Est-ce que ça réduit vraiment le risque de suicide abouti? Ben, en fait, on ne sait pas. On le saura quand on aura fait des études épidémiaux qui vont coûter un fric fou, qui sont pas payées par le labo, qui vont arriver bien plus tard. Et là, on aura la différence. Ok. Donc, faut pas se planter quand on parle de suicidalité. Est-ce que c'est d'idées suicidaires? Est-ce que c'est de tentatives de suicide? Est-ce que c'est de comportements non suicidaires, genre des scarifications, etc. Est-ce que c'est d'autres problématiques, mais tu vois, tu peux pas mélanger les deux, sinon tu fais des grosses conneries. Et du coup, ils avaient fait 1800 patients, enfin, ils avaient fait 1000 patients entre clozapine et olanzapine, et tu avais une diminution des idées suicidaires, mais en termes de suicide abouti, c'était pareil entre les deux. Ok. Donc, faut pas trop se planter. La clozapine, probablement que ça réduit un peu le risque de suicide, mais le niveau de preuve a rien à voir avec celui du lithium. Ok. Alors, agranulocytose et clozapine. Ah bah putain, ça tombe bien. Est-ce que c'est vrai que tu peux donner du GCSF chez les gens qui ont une agranulocytose sous clozapine? Du GCSF, Tu vois ce que c'est... c'est? Non. C'est du granulocyte colony stimulating factor. Alors, en C'est fait, un en gros, c'est stimulus la de... lignée granulocytaire et c'est un facteur de croissance pour la lignée granulocytaire. Ok, Est-ce que tu peux mettre ça ou pas? j'en ai aucune idée. Ouais, tu sais pas trop. Euh, l- la granulocytose sous clozapine, est-ce que ça arrive rapidement ou est-ce que ça arrive tardivement? De mémoire, ça arrive tardivement. Non, perdu. C'est pour ça qu'au début, on fait On y toutes va les vraiment. semaines et puis après, on fait tous les mois. Ouais. Ok. Donc, le risque d'agranulocytose, il est lors de l'introduction de la clozapine. Comme le Mictal sur le risque Comme le de... Lamictal, et c'est probablement immunomédié, peut-être pas que, mais immunomédié. Donc, le risque, il est au début. Le risque d'agranulocytose, une fois que tu as dépassé un an, il est tellement faible qu'il y a des épidémiologistes, dont je crois fait partie le professeur Verdoux, je suis pas sûr de moi, mais qui estiment que, en fait, tu as plus de chances de faire mal aux patients parce qu'ils vont en avoir ras-le-bol de faire leur prise de sang tous les mois Mhm. que de sauver un patient d'une Ouais, agranulocytose. ouais. Du coup, il y a des pays
qui commencent à te diriger petit à petit vers bon bah après on arrête de les faire chier parce que Ouais. le risque est trop faible. Ok, donc le message c'est immunomédié, donc la granulocytose elle arrive au début. Donc tout est possible, tout ce qu'on raconte il y a des exceptions. On va pas se faire chier à dire à chaque début de phrase il y a des exceptions. Le lecteur il incombe au lecteur de garder ça en tête parce que sinon on passe la moitié de notre temps à dire ça. Vu que c'est immunomédié, en fonction du type de réaction qu'il peut y avoir, tu as des fois où la deuxième agranulocytose, elle est pire que la première. Hmm. Ok. Donc en fait, quand tu as une agranulocytose franche sous closa, si tu y retournes, faut savoir un peu de quoi tu parles parce Hmm. que ça peut être un peu foudroyant. Ok. Le risque d'agranulocytose en moyenne, c'est combien de pourcents de patients qui sont concernés? Hmm. Pour avoir une Euh, idée, parce que imagine, le seul médoc qui a la MM pour le trouble bipolaire, c'est de la kétia. Ok, c'est de la kétiapine. ouais. La kétiapine, ça donne de la dyskinésie tardive. C'est prouvé. Les prévalences de dyskinésie tardive sur les patients atteints de troubles bipolaires, elles sont probablement aux alentours de 10%, si ce n'est plus. Ok. Quand tu vas à la pharmacie, tu ne parles pas de dyskinésie tardive, il n'y a pas de carnet de dyskinésie, il n'y a pas de surveillance des problématiques de motrice anormale, ok. Donc on s'en branle le steak, tout le monde s'en fout. Ok. Vu le foutoir qu'il y a avec la clozapine, tu vas me dire, ça doit être fréquent. Non, je trouve que c'est inférieur à 3, un Ben, truc c'est comme ça. 1%. 1%. Ouais. Ok? C'est 1% en moyenne. Donc, c'est pas que c'est, en fait, on s'en fout de c'est fréquent ou c'est pas fréquent, c'est, t'as le chiffre et après, tu vois comment tu t'arranges. Mais à côté du risque de constipation sous clozapine, ça n'a rien à voir. Oui. D'accord? Est-ce que quand tu fais une agranulocytose et que tu remets le patient, le patient, il a la granulocytose, t'as réduit. Alors, moi, je te propose une neutropénie. Agranulocytose, c'est vraiment les neutrophiles en dessous de 500. Hmm. En dessous de ça, c'est une agranulocytose. Et là, effectivement, t'arrêtes. Il y a aussi en France où on arrête quand c'est une neutropénie, tu vois. Des gens, ils sont à 1100 et puis là, c'est la panique, on arrête tout. T'as un patient, il est à 1100, ça a été arrêté. 3 ans plus tard, tu reviens, t'as dit, putain, franchement, on s'en sort pas, il faut de la cloza, c'est pas possible. Quand tu remets la clozapine, c'est quoi le pourcentage de chances qu'il y a pas de nouvelle neutropénie qui arrive? Bah, de ce que j'en ai compris, il n'y en a aucune. Eh ben si. Ah bon? En fait, quand ça arrive, s'il y a une nouvelle neutropénie ou agranulocytose, ça peut être fulgurant. Mais tu as aussi des gens où tu peux faire un re-challenge, où tu remets la clozapine sans, C'est sans avoir rien progressif. changé, tu le fais progressivement, ça se passe bien. Ok. Donc nous, on avait un médecin qui faisait des clozapines 300 milligrammes en 2 jours, je crois, ou un truc du genre. Donc là, par exemple, tu as une neutropénie, bon, évidemment, c'est à contextualiser, quoi. C'est quoi le risque de décéder quand tu as une agranulocytose? Eh ben, de mémoire, c'est 2,5%, mais là, je suis pas sûr de moi du tout à 100%. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus faible que d'autres problématiques. Ok. Et donc, en fait, le risque de décéder d'une agranulocytose, il est de 0,5 en fonction 0,02, 0,05. Enfin, tu vois, c'est pas massif. C'est pas massif. Donc, la clozapine, il faut savoir maîtriser. Et alors, en fait, quand les gens ont la granulocytose et qu'ils ont besoin de cloza 1, tu dégages tout ce qui peut être neutropéniant. Ok. Hmm. Genre le dépacote. J'ai une question sur Vas-y. la Closa, parce qu'on en a parlé avec plusieurs collègues. Et l'intérêt de le mettre le matin, la Closa. Alors ça, c'est très clair. Moi, je suis très clair sur ça. Il n'y a aucun intérêt. Bah, C'est pas compliqué. Je pense que on a répondu à cette question. En oui. fait, c'est pas qu'il y a jamais d'intérêt, c'est que sur le plan de la gestion de la schizophrénie, il vaut mieux le mettre le soir parce que c'est sédatif comme pas possible. Ok? Et enfin, les psychiatres prennent un comprimé de Cloza de 25 le matin et plus personne ne le prescrit le matin. Enfin, Hmm. je veux dire, donc il n'y a pas de doute. L'efficacité est la même, ça a été prouvé. Après, il y a la question en fonction du seuil, du dosage, du pic plasmatique, quel effet secondaire t'as ou pas. Tu vois, il y a des gens qui sont extrêmement hypotendus et t'essayes de le répartir sur la journée parce que pic plasmatique ou pas. Donc, en fait, c'est jamais la question de est-ce qu'il faut le mettre le matin ou le soir. En fait, c'est quel effet secondaire est le plus gênant. Est-ce que cet effet secondaire est lié à la dose totale? Est-ce qu'il est lié aux concentrations plasmatiques? Est-ce qu'il est lié au pic plasmatique? Et en Alors, fonction de ça, tu gères. concentration plasmatique, quand tu as 2 prises par jour, tu fais comment? Pour faire le dosage Bah plasmatique, oui. ah bah t'es comme un crétin. Bah voilà. Donc c'est pas, faut pas diviser par deux, mais tu es obligé d'incorporer Au ça. moins 20%. Ou alors, bah, probablement moins 20%. Après, tu peux donner tout en une Tout prise. exceptionnellement une prise, ouais. Tu peux corriger un peu. Si tu appelles un pharmacien, il arrive à te faire la différence.
il arrive à te recalculer le truc. Mais bon, faut que ce soit fait. Donc, si t'es déjà en surdosage de clozapinémie alors que Ouais, t'as que eh la ben, ça va moitié de prix augmenter. dans la C'est journée, ça. Ah oui, parce que t'as eu ça, toi? non, c'est une collègue. T'as eu ça au collègue, ouais. Ça a été revoir ça, Bon, quoi. un surdosage de clozapine, ça dépend ce que tu appelles surdosage. Est-ce que c'est supérieur à 350? Est-ce que c'est supérieur à 1000? Ah, c'était Est-ce que énorme. c'est supérieur à 600? Quand tu es à 1000 nanogrammes par millilitre, tu es au-dessus du seuil toxique et au-dessus du point de futilité. Donc, effectivement, vaut mieux arrêter J'étais pas rapidement, dans quoi. le toxique. Ouais. Moi, j'ai vu ça aussi. Alors, il y a quoi comme effet secondaire de la clozapine? Sans regarder. L'hypersalivation la nuit, Ouais, la c'est dû à quoi constipation. ça? C'est dû à quoi l'hypersalivation? Alors justement, Allez, vas-y. Parce que c'est anticholinergique, la cloza. sauf sur les glandes salivaires où c'est Ouais. cholinergique, Pourquoi? Ouais. pro-cholinergique, Pourquoi? et ben justement, c'est là où Pas être sec. faut pas être sec. Parce Parce que que, ça, c'est justement il y a les deux formes de système anticholinergique, ouais. et que il y en a un qui est vraiment atteint plus dans la fonction Ouais. anticholinergique, et il y en a un qui est plus pro-cholinergique. Non, t'as inventé là. Non? Bah, c'est pas ça. Ok, j'ai essayé. C'est pas ça. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est la clozale est transformée en Ah norclozapine. putain, oui. La norclozapine, elle est cholinergique. Oui, c'est ça. Ok? Mais la norclozapine, elle est, elle est sur le réseau. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que la norclozapine est cholinergique et il y a des endroits où l'affinité de la norclozapine va être supérieure à l'affinité de la clozapine. Donc sur les glandes salivaires, Et que sont les glandes parotides, les glandes maxillaires, enfin, ok? Et ben l'affinité est plus importante, du coup c'est procholinergique, du coup ça te fait saliver. il y a que sur ça d'ailleurs. Principalement, il y a que sur ça, ouais. Alors dans le cerveau, c'est pas dit ce qui se passe. Et il y a des avis d'experts. Donc c'est pas qu'il y a une absence de preuve, c'est que c'est une preuve d'avis d'experts, donc c'est niveau de preuve 5. Ok. Mhm. C'est le plus bas. Mhm. Tu peux mettre 75 experts, ça fait quand même des avis d'experts, ça fait un niveau de preuve 5. C'est pas que c'est mauvais, mais ça a moins de chances d'être vrai que d'autres études un peu plus chiées. Et en fait, la cloza, c'est anticholinergique. La norcloza, c'est cholinergique. Il y a des experts qui disent qu'en mettant un inhibiteur de la métabolisation de la clozapine sur le cytochrome 1A2, tu vas avoir un ratio clozapine sur norclozapine plus élevé. Ok? A est transformé en B, clozapine est transformé en norclozapine. Donc si tu inhibes, faudra que je fasse une image dessus, si tu Mhm. inhibes la métabolisation de la clozapine en norclozapine, tu as plus de cloza et moins de norcloza. Oui. Avec le raisonnement que l'efficacité de la clozapine est due par la clozapine uniquement et que la norclozapine ne fait que donner des effets secondaires, à savoir l'hypersialorée Mhm. et éventuellement la prise de poids. Problème, sur le plan des fonctions cognitives, vu qu'on va perdre la protection cholinergique de la C'est norclozapine, encore plus nul. j'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Je n'ai pas Non. la moindre idée de ce qui se passe. Bah, intuitivement, oui, mais tu sais que l'intuition nous a. Oui. Intuitivement, on avait 4 humeurs et on faisait des saignées pour améliorer les gens, donc faut se méfier un peu de l'intuition. Euh, Est-ce que ça peut donner de la tachycardie, la cloza? Hmm. De mémoire, oui. Alors oui, pourquoi? Mais alors c'est ça. Sur une expression bio? C'est anticholinergique. Oui. C'est quoi le système cholinergique? D'où ça sort? Qu'est-ce qui est utilisé en périphérique pour le système cholinergique? Ça, c'est de la physio, faut qu'on fasse un bouquin de physio après. Hmm. Bah, t'as le système parasympathique Oui. et le système sympathique. Le système parasympathique, c'est dépendant de la transmission cholinergique. Ok. Ok. Donc, les deux sont en équilibre. Mhm. Il y a un équilibre parasympathique et système sympathique. Il faut que je parle des sodos après parce que c'est essentiel. Le système parasympathique, c'est le système de repos. Donc, tu digères, tu fais sécréter du suc gastrique, des aines et tout. Et le système sympathique, c'est il y a un lion qui vient d'arriver, paf. Ok. Les deux sont en équilibre. Si jamais tu réduis la transmission cholinergique parce que tu réduis de fait la transmission du système parasympathique, tu augmentes le système sympathique Notion d'équilibre, quoi. par un équilibre tout simple. Il y a une transmission tonique des deux qui sont à l'équilibre. On a pareil avec la dopamine, l'acétylcholine dans la voie motrice. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'équilibre comme ça. Le glutamate et le GABA. Et du coup, si tu bloques le système parasympathique, tu as plus de système sympathique. Et du coup, les signes anticholinergiques, c'est les signes du système sympathique. Donc, non, justement, les signes Attends, pardon, oui, anticholinergiques. l'accélération. Donc, tu as l'accélération du rythme cardiaque, Si.
t'as le transit qui diminue, t'as les yeux qui sont dilatés, la mydriase, tu sues moins. Enfin, tu vois, en fait, c'est tout con. T'as pas besoin d'apprendre 20 fois quand t'es anticholinergique. Non, ben non, tu sues moins. Le fait de suer, c'est les glandes exocrines qui font que tu as une perte de sueur. Et en fait, le fait de pouvoir faire sécréter les glandes, ça dépend de transmission cholinergique. Mhm. C'est ce qui fait que quand tu es sous anticholinergique, tu as plus chaud. Parce que Ok. tu régules moins. Parce Oui, que tu ça, oui. n'arrives pas à suer et du coup, quand tu sues, c'est une forme de régulation thermique. Mhm. Et donc, par exemple, le réchauffement climatique, là, ça va faire un carton. Et le réchauffement climatique, c'est bien parce que c'est les gens qui n'ont rien fait qui payent en premier. Donc ceux qui Bernard Arnault là ou je sais pas quoi dans son jet, il s'en branle, il a la clim. Mais ceux qui ont pas ces chances-là et qui sont sous psychotropes, eh ben ils ont encore plus chaud. Et du coup, en fait, l'impact sur la santé mentale des patients est inégal et les gens sous anticholinergiques qui se dégradent. Donc ça, c'est un argument en plus pour les patients bipolaires qui sont moins bien l'été, qui sont plus vénères, qui supportent pas la chaleur, mais on en a plein. On en a plein. Et ben peut-être que c'est un argument en plus pour pas mettre un truc anticholinergique, tu vois. Ok. Mais en fait, le message là, c'est anticholinergique, cholinergique, il y a un équilibre qui se fait. Le système sympathique, c'est noradré, noradré. Le système cholinergique, c'est noradré. Le système parasympathique, c'est noradré, puis acétyline. Si tu bloques l'un, eh ben, il est beaucoup plus emmerdé, quoi. Ok. Ok? La base, là. Grosso modo, je suis pas sûr de moi sur la dernière, mais grosso modo, c'est ça. Donc, ça peut donner tachycardie parce que c'est anticholinergique, c'est atropinique, et du coup, bah, ça fait battre le cœur plus vite. Ok. Donc, si tu fais une intoxication bêta-bloquant, et que tu as le cœur qui ralentit, parce que tu vas bloquer le système sympathique sur les récepteurs bêta à la noradrénaline, ce système-là est bloqué, le système sympathique est bloqué, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux essayer de bloquer le système parasympathique derrière, qui lui va ralentir le cœur. Hmm. D'accord? Donc, tu donnes une substance cholinergique bloquante, donc une substance anticholinergique, donc de l'atropine. Ok? C'est clair pour toi? Ouais. La tachycardie sous closa, c'est essentiel parce que plus tu as le cœur qui bat vite, plus le QT corrigé est mal corrigé lors des corrections qu'on a. Ok. Donc, si tu es sous closa et que tu as un tachycardie à 120 et qu'on fait ton QT corrigé, en fait, il est beaucoup plus long sur ce que dit la machine que ce que tu lis toi. Donc tous les antipsychotiques augmentent le rythme cardiaque. Bah, pas tous, mais En ceux qui sont partie. anticholinergiques, ceux que tu connais et qu'on a en France, parce qu'on n'est pas Oui, 50 000, voilà. oui. Alors, pas, tu vois, pas l'aripiprazole, mais le reste, Oui, c'est en ça. moyenne, ça augmente, il n'y a pas trop de soucis. Pourquoi c'est hypotenseur la closa? Parce qu'il y a le récepteur qui est bloqué. Bah oui. Euh, Tigla, 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 tigla. Parce que c'est alpha bloquant. ok. Ouais, c'est tout. Mais alpha quoi? Alpha. Alpha 1, Ouais. alpha 1 et alpha 2. En fait, Ah, ok. tu as du mal à bloquer l'un sans l'autre. Et du coup, tu as même la closa, tu as même des gens qui ont de l'hypertension dès le début, en fait, parce que alpha 1, on est d'accord, alpha 1, en fait, ils sont postsynaptiques. Et alpha 2, ils sont présynaptiques. Donc là, tu as son truc noradré. Si tu bloques les alpha 1, tu vas avoir une diminution du système sympathique. Mhm. Donc tu vas avoir moins de tension. Si tu bloques les alpha 2, eh ben, tu vas aller bloquer des récepteurs présynaptiques qui va faire qu'en fait, tu auras plus de tension. Tu me suis? La noradré, elle est là. Paf, elle va aller se lier ici. Paf, le signal part. Et après, il y a cette espèce de rétrocontrôle sur les Mhm. récepteurs présynaptiques Et ça, ici c'est qui alpha disent, 2. faut se calmer. Et ça, c'est alpha 2. C'est ces mêmes récepteurs alpha 2 qu'on utilise dans la clonidine, par exemple. OK? Donc, en fait, ça fait ça. C'est peut-être un peu dense quand même, hein. Euh, Ça peut donner quoi sur le plan cardiaque, la closa? Ça peut donner des cardiomyopathies et des myocardites. Cardiomyopathie, myocardite, c'est pas très fréquent, mais il faut y penser parce que les symptômes de la myocardite sont aspécifiques comme pas possible. Tu peux C'est-à-dire. avoir un peu mal là, tu peux tousser un peu, tu peux être fatigué. En fait, c'est pas une douleur thoracique au milieu, donc c'est un peu fourbe, la myocardite. Donc faut pas hésiter, c'est souvent au début. La Regarde, carte, tu vois ça comment? tu vois ça, tu fais une, Bilan. au bilan sang, tu peux avoir une inflammation, à l'ECG, tu peux avoir des éléments. Le diagnostic, il se fait avec une écho. Ouais, Ouais. il se fait avec une écho. Et la cardiomyopathie, c'est le cœur, c'est plusieurs.
euh, comment je te dis ça en français? C'est plusieurs parties, entre guillemets, plusieurs feuillets, et il y a une couche, plusieurs une couche musculaire. Mhm. Ok. Quand tu as ton cœur qui bat à 120 toute la journée, tu fais virtuellement une demi-épreuve d'effort tous les jours. Mhm. Le nombre de cœurs, battements cardiaques qu'on a est pas prédéterminé, c'est plus compliqué, mais tu peux pas en faire 50% de plus Que la que moyenne. la moyenne Ouais. sans que ça n'ait de conséquences. Mhm. Et donc, il y a plusieurs étiologies qui arrivent au fait que tu as des problématiques de cardiomyopathie, donc la paroi musculaire du cœur commence à être un peu altérée et tu peux avoir des problèmes. Après, ça peut arriver vers une insuffisance cardiaque, hein, enfin, il n'y a pas de souci. Et ben, en fait, en tant que psychiatre, tu es censé regarder les constantes des gens. Et moi, en intra, on a des gens, ils sont à 130. Il y a Oui. des gens, ils sont à fréquence cardiaque à 130. T'appelles le cardio, il dit, ouais, c'est pas très grave. Mais c'est à vie. Et du coup, tu peux pas laisser les gens comme ça. Donc, soit tu demandes un autre avis cardio, soit tu tripotes des bêta bloquants, tu t'arranges, mais tu peux pas laisser des gens avec une fréquence cardiaque à 140 en pot, quoi. C'est pas possible. Et alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas intérêt d'être plus vigilant sur ça, même pour nous, tu vois? Parce que nous, on prend jamais le pouls, finalement, de Ah bah si si l'impact que si ça a. si 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 On fait pas et tout, enfin, on est faut qu'on vigilance se et tout, passe mais faut qu'on rajoute le pouls et la ouais, machin, donc c'est on fait ça. ça quand on arrive Oui, là-bas. c'est ça, Ouais. quand on arrive dans le Ouais, ouais. bâtiment. Et si jamais le pouls persiste et que les cardios, bon, suivent pas, ou qu'on n'est pas, qu'on n'arrive pas, la clonidine, là-dedans, elle a un intérêt Ah, probablement que c'est un bêta bloquant. Probablement que c'est juste un bêta bloquant là. Le plus simple, c'est de mettre un bêta qui bloquant. permettrait, finalement, si Ça on de reprend ton réduire le schéma, cœur. Ouais. si on reprend ton schéma, Ah, le schéma le là. neurone, ouais, si Ouais. tu mets le bêta bloquant, Et tu bah il est viens là. permettre. Tac. Ouais, Là, c'est de la noradré, t'as plusieurs récepteurs, t'as le alpha 1, le ouais. alpha 2, le bêta 1, le bêta 2, le bêta 3, et du coup, bah, tu le bloques ici, check. Ce qui permet d'avoir plus de noradré. Moins de noradré, du coup. Bah, Moins moins de de noradré signal dans le noradré. passage, et ça Bah, recapture pareil. moins de signal noradrénergique, et du coup, tu diminues un petit peu le, le, le signal sur le plan cardiaque, en tout cas. Ok. Bon, on arrête à 40, hein, ouais. Hmm. Un patient qui prend de la clozapine, il peut avoir tous les effets secondaires, sauf, est-ce que tu peux avoir une prise de poids? Oui, Est-ce que tu peux avoir du diabète? oui, De la dyslipidémie? oui. Oui. Est-ce que tu peux avoir une alcalose métabolique? Alcanose métabolique. Ouais, tu vois ce que c'est ou pas ça? En fait, en gros, ouais, alors là, je sais même pas si je sais te dire ça Ouais. correctement, mais t'as le pH Oui, sanguin, et ça, oui, c'est la concentration en proton H+. oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses qui vont réguler le pH sanguin. Il y a les poumons, avec la concentration en dioxyde de carbone, et il y a les reins, avec l'excrétion de proton H+, et la partie bicarbonate qui va aller tamponner. Alcalose métabolique, ça veut dire que les reins, en tout cas, c'est pas les poumons qui sont à l'origine de ça, et c'est le pH sanguin qui a augmenté. Ok, Ok. Nous, ça nous concerne parce que souvent, c'est des acidoses métaboliques. Donc, la clozapine peut donner des acidoses métaboliques. C'est pas très fréquent, mais c'est le cas. Et celle qu'on connaît bien qui peut donner des acidoses métaboliques, c'est la metformine. oui. En fait, c'est jamais elle peut donner, c'est chez qui, à quelle dose, pour combien de temps, etc. En fait, la metformine sur des gens qui ont des débits de filtration glomérulaire supérieurs à 60 millilitres par minute par mètre carré 73, je sais pas quoi. En fait, le risque, il est nul. Donc, c'est jamais nul, mais c'est extrêmement faible. D'accord. Donc, tu as des études où il y a personne qui a fait ça. Ceux qui font des acidoses métaboliques sous metformine, c'est des patients atteints de diabète avec des problématiques rénales Rénal, ouais. ou hépatique si tu veux, mais c'est pas le patient qui a un bilan rénal et hépatique nickel. Et Hmm. donc quand la pharmacie te dit ouais mais il y a un risque, en fait non, la pharmacie n'a pas réussi à stratifier le risque et ils ont appliqué le risque pour tout le monde sans réfléchir. Et du coup ils sont coupables d'ignorance. Voilà, hop, c'est mon avis. C'est quoi l'effet secondaire le plus fréquent avec la cloza? La prise de poids. Alors la prise de poids, oui, ça c'est d'accord. Et La après, sédation. la sédation, oui. La constipation. La constipation, oui. Puis bah, l'hypercélulerie, quand Ouais, même. c'est ça, on est d'accord. Alors, de savoir dans les études si l'un est plus présent que l'autre, honnêtement, franchement, je sais pas si ça a grand intérêt. C'est suffisamment présent pour qu'il faille le demander chez absolument tout le monde. L'hypercalorée, c'est plus de la moitié des patients, hein. Ah ouais. C'est un vrai problème. Rare quand il n'y a pas un nous au quotidien. C'est un vrai souci.
Alors, euh, ça peut donner des crises convulsives, la clozapine. Ça t'intéresse ça, ou pas? Bah ouais, 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 ça ouais. peut donner des crises convulsives. C'est écrit en gros sur la boîte. Est-ce que d'augmenter lentement la clozapine, est-ce que par rapport à une titration plus rapide, est-ce que ça diminue le risque de crise convulsive? Oui, je pense que oui. Oui, on est d'accord. Mais de toute façon, ça diminue souvent tout. Faut pas Mais réfléchir. Bah non, ça diminue pas tout. Tu vois, le risque de troubles de libido sous IRS, bah, tu peux y aller non. lentement ou pas, machin. Donc, tu vois, c'est encore un autre type, les effets secondaires. Est-ce que la titration va diminuer l'incidence des effets secondaires ou pas? Tu vois, le bupropion, par exemple, qu'on n'a pas en France, Mm. ils ont la libération immédiate et ils l'ont sorti en libération prolongée et après encore plus prolongée. Le risque de crise convulsive sous bupropion libération prolongée est égal à celui des IRS. Ok. On est à 0,1%. Ok. Donc, quand tu vas à la pharmacie et que la pharmacie te dit, je vous le délivre pas, on peut faire de l'épilepsie, la pharmacie n'est pas à jour. Ok. C'est pas grave. Moi, je leur reproche pas de pas être à jour aux pharmaciens, je leur reproche de penser qu'ils peuvent être plus à jour que moi, par exemple. Mm. Je leur reproche. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, Est-ce que tu peux prévenir les crises convulsives avec de la gabapentine quand tu mets de la cloza? Alors, ou alors, où les traiter? Euh, oui, probablement. Oui, hein, c'est un Mhm. antibiotique, hein. Bah Ouais, oui. un peu que. C'est quoi le type de crise euh, convulsive que tu vas avoir le plus fréquent? Mm. C'est plus des que tu pourras avoir le plus Ouais, fréquent. le type de crise convulsive. Je sais plus c'est lequel là, Quand t'es, quand tu bouges pas, justement. eh ben, Si tu c'est peux généralisé. C'est généraliser, ouais. généralisé. Ouais, c'est ça. Sans forcément de myoclonie. Alors, généralisé, oui, là, toi, tu me parles d'absence, Oui. mais la plus fréquente, c'est la crise tonico-clinique. Ah ok. Ouais, ok. Ah, je pensais que c'est la plus fréquente dans ce cas-là ou Avec la clozapine. avec la Crise clozapine. convulsive Ok, tonico-clinique d'accord. généralisée. Après, tu as des crises myocloniques et atoniques, où là, il n'y a pas, effectivement pas de C'était ça. Ah, ça, mais non. c'est un quart des crises convulsives, donc c'est pas le plus fréquent. Plus t'en mets, plus ça a le risque. Et les anomalies de l'EEG, enfin l'EEG pour te dire ouais, il est plus à risque de faire des crises convulsives ou pas, bah c'est pas terrible. Ça marche pas ouf. Ne serait-ce que parce que la clozapine donne des anomalies sans que ce soit forcément lié au risque convulsif. Ok. Et les patients atteints de schizophrénie, ils ont des anomalies à l'EEG. Et en fait, quand tu leur présentes ça au neuro, il y a aussi plein de trucs à côté de la closa. Donc, en moyenne, je sais pas trop, il y a Hmm. un peu à boire et à manger dans cette histoire. Donc, c'est pas très clair. Effet secondaire de l'olanzapine, c'est quoi qui arrive le plus souvent? Une effet secondaire? Ouais, le plus fréquent. Bah, il y en a tellement, enfin, Ouais, on mais le peut le plus faire. fréquent. La constipation? Non, Prise de poids? ouais. Ouais. L'olanzapine, c'est vraiment pas compliqué quand les patients Sur ça. en ont pris. Ah oui, c'est olanzapine. Pardon. C'est l'olanzapine, excuse-moi. Oui, c'est pas le flemme. Quand les médecins ont prescrit l'olanzapine pour les premières fois, ils ont été frappés de l'efficacité et frappés de la prise de poids. Hmm. C'est que si ça existait en vétérinaire, on te filerait ça aux oies avant la période de Noël. Et c'est pas grave, hein, mais faut prévenir les gens, quoi. Tu vois. C'est aussi en lien avec l'indication anorexie, finalement. C'est certain. Non, exactement. J'ai posé la question sur la psy du soleil Ah, ok. et il y a eu je pense que j'ai pas eu la bonne réponse, mais c'est que mon avis, ça, c'est que quand tu évalues l'anorexie, en fait, le poids ne dit pas tout. Non. Tu vois, on en a une, j'ai plus faim, j'ai pas pris de poids, mais elle est obligée de partir du repas avant la fin pour pas manger, si tu veux. Enfin, le poids ne dit pas tout, et dans l'anorexie mentale, tu as le poids qui pose problème, et parfois en intra qui pose un problème médical, parce Hmm. qu'il y a des complications somatiques qui peuvent être terribles. Et t'as pas que le poids, t'as le rapport à la nourriture, l'absence de plaisir à la nourriture, la composante hédonique de la nourriture, toutes les cognitions qui peuvent être dysfonctionnelles ou pas. Et nous, dans l'idéal, on fait un médoc qui fait que les gens ont moins de cognitions défaillantes, récupèrent un appétit en accord avec les fonctions instinctuelles de base, à savoir manger, dormir, etc.
en accord avec les exigences métaboliques du cerveau sur les problèmes, les fonctions cognitives qui sont exigeantes, genre la concentration. Bah, si Oui, il y a une anorexie avec une privation de caloriques, bah, tu peux pas être concentré, c'est pas possible. Et en fait, il n'y a pas trop de médocs qui marchent. oui. Euh, et du coup, dans l'ozapine, la question, c'est pas est-ce que je donne de l'olanzapine à la patiente pour qu'elle prenne du poids? Pas, c'est est-ce que l'olanzapine permet de diminuer les cognitions Oui, maladive oui. et de normaliser un petit peu le rapport qu'il y a avec la nourriture, etc. Et c'est pas clair, il y a des études qui montrent que oui, des études qui montrent que non. Mais moi, je prescris pas du placebo avec le olanzapine. Bah, c'est ça. Moi, je sais pas contre placebo, moi, c'est contre rien. Hmm. Donc, je sais pas trop, tu vois, mais c'est plus nuancé. Donc, en tout cas, c'est plus nuancé. Et l'olanzapine, peut-être que ça diminue un peu ça. Alors, est-ce que c'est justement parce que ça donne faim? Est-ce que c'est parce que ça Ouais. va modifier vraiment dans le préfrontal et ailleurs? Je sais pas trop. Mais faut quand même avoir ça. Euh, donc, euh, donc voilà. La fumée sur la l'olanzapine, ça fait quoi? La quoi? La cigarette, pardon, ça fait quoi? Sur l'olanzapine? Euh, attends. Allez, Ça vas-y. diminue la concentration plasmatique. Ok. Jusqu'à combien de pourcents? Je crois que c'est jusqu'à 50, non? Ouais, 40? machine 50, de ouais. guerre. Ok, très bien. Pourquoi? Parce que la nicotine vient. Ah non, ça commence pas bien. Alors, en C'est tout pas cas, la les nicotine. récepteurs, les récepteurs, Non, non, tu t'es fait niquer. c'est la dégradation. Non, non, tu t'es fait niquer. Oh putain. Tu t'es fait niquer. Attends, je le fais parce qu'après on a une question qui est arrivée. Non, la combustion du tabac va entraîner des acides aromatiques polycycliques, des substances Mhm. qui vont aller entraîner une induction. L'induction en pratique, c'est pas tu fouettes tes cytochromes pour qu'ils aillent plus vite, c'est tu vas aller. Le cytochrome, c'est une enzyme, c'est une protéine. Elle est faite à partir d'ADN. Il y a l'ARN et puis les acides aminés s'empilent et paf, ça fait une protéine. Et en fait, les acides aromatiques polycycliques vont aller stimuler la synthèse de cette protéine et tu vas avoir de plus en plus de cytochrome 1 à 2 et du coup, bah, ça va diminuer plus vite. Parce Ok. que tu augmentes finalement Parce que tu augmentes le celui pool qui. d'enzymes C'est qui ça. va métaboliser principalement l'olanzapine. Donc, est-ce que tu as une dégradation plus rapide, mais est-ce que tu as une intensité aussi plus forte à Comment la ça? prise? Non. Non. Bah non, 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 voilà, non, ça va non. pas, ça Mais va par te contre, ça va pas. pas changer beaucoup parce que d'avoir 40 milliards de cytochromes, ça va pas te changer l'absorption. Hmm. Ok? Tu l'absorbes, puis ça se libère, enfin, ça se répartit dans les différents secteurs vasculaires et puis dans le gras, etc., etc. Et après, il y a la métabolisation qui arrive, qui peut être plus rapide, mais le pic, il va probablement pas changer beaucoup. Ok. Ça, c'est en une prise. Quand tu es en deux prises, lors du deuxième pic, lors de la deuxième prise, Mhm. tu pars pas de zéro, tu pars de ce qui reste de la première. Hmm. Donc lors de la deuxième, tu peux avoir une différence. Et Ouais. à la fin, bah, tu peux avoir carrément une différence franche, quoi. Ok. On en fait une dernière là? Vas-y. Moi, j'ai une question. Il y a une question. Comment est-ce qu'on peut arrêter de la kétiapine? Il est impossible de répondre à cette question, on est d'accord. Hmm. Parce que si je veux arrêter de la kétiapine et qu'à côté j'ai 4 molécules sédatives différentes, bah ça va se passer beaucoup mieux que si j'ai que la kétiapine. Ok. Si je vais arrêter la kétiapine et que je suis de base avec un sommeil solide comme pas permis, quand je fais des siestes, je récupère cash. Naturellement, je me réveille à la même heure tous les matins, je suis millimétré. Enfin, c'est pas du tout pareil que si de base j'ai des problématiques de sommeil majeures. Hmm. D'accord? Quand je vais arrêter la kétiapine, ça dépend de quelle dose je pars. De passer de 400 à 350, ça va se faire. Ouais. De passer de 50 à 0, ça va pas se faire en douceur, en moyenne. Ok. Ça dépend de quelle problématique de physique j'ai à côté. Si je suis atteint d'épilepsie, je vais pas pouvoir faire un peu de privation de sommeil pour récupérer derrière. On est d'accord. Là, le Mhm. risque de crise convulsive, il est majeur. Ça dépend de quelle connaissance j'ai sur la biologie du sommeil de base. Tu vois. Si j'ai un petit peu de base et que du coup, je fais pas de sieste, J'évite le si téléphone, j'évite le je bois pas de téléphone, si je bois café. pas de café, si jamais j'ai un truc de connaissance en stimulus
contrôle, je reste pas dans mon lit, etc., etc. Et ça va modifier ça. Et en fait, il y a tout un paquet d'éléments là qui vont s'entrecroiser pour pouvoir répondre à cette question et dire bon ben voilà, je vous recommande de faire ci, ça. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien les questions, mais en fait souvent on peut pas du tout y répondre parce que la réponse c'est ça dépend. Voilà. Je Mm. sais pas si ça te va, si tu vois Oui, d'autres oui, si, idées. si. Après, en moyenne, on prévient les patients. Soit ils sont en capacité de tolérer 3 jours, ils vont mal dormir et ne pas Il faire y de en a qui sont sieste, très contents. résister, éviter le café, etc. Et d'autres qui tamponneront avec soit de la mélatonine ou un peu de. Des fois, on fait le tampon quand c'est trop dur et que ça veut Tu peux vraiment faire être le tampon, arrêté, ouais. on peut faire le Ouais, tampon. tu fais le tampon, Et etc. Alors, ça marche bien. est-ce que tu fais le tampon avec une benzo? Est-ce que tu fais le tampon Mais c'est avec ça. du daridorexant, avec de la mélatonine? Ou Mm. est-ce que les gens font juste plus de sport, ou je C'est sais ça. pas quoi? Enfin, tu vois, et ça dépend toujours des situations. Du Donc, en possible fait, du patient, et puis de ce qu'il veut bien faire c'est aussi, ça. de ce à quoi il a accès. Aussi. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est bien comme question, mais on peut pas répondre au risque de dire absolument n'importe quoi. Mm. C'est vrai. De l'âge, enfin, tu vois, la Mm. liste des Ouais, ouais, c'est facteurs est clair. sans fin. Ok, et ben stop, hein. Mm.